Le résultat de mon labeur manquait de tension. Ses reliefs et ses vides étaient décevants. On dirait un félin hybride, un félin albinos, couleur de linceul, un mort-né. Ceci avant de prendre conscience que la couleur blanche de la pâte avait lourdement pesé sur ma vision de l'espace, entre lumière et masse, et que la complexité de ma sculpture était sa couleur. Autrement dit, en dehors de ma sphère de terre rouge particulière, j'étais dépossédé de mes sources créatrices. Je laissais tomber la pâte d'argile blanche pour aller chercher à moto un demi-sac de mon argile rouge de l'ancienne carrière et préparer une autre pâte à sculpter. Sur mon chemin indifférent et sceptique, j'avais l'impression que la redécouverte de cette fosse d'argile rouge m'avait fatalement entraîné vers mon enfance, pour retrouver le souvenir de la huppe d'argile et qui allait me faire perdre le chemin du retour. Le retour à mes dessins et mes peintures. Je n'avais même pas le temps de me gratter la tête, comme le disait le proverbe marocain populaire. J'avais des préoccupations prioritaires pour des raisons indépendantes de ma volonté. Ainsi, j'avais repoussé la préparation de la pâte pour un autre jour. Un soir, je revenais du travail exténué. Il me fallait dormir tôt pour me réveiller le lendemain de bonne heure et voyager, je ne me souviens plus où. Comme ça m'arrivait assez souvent dans de telles situations, une frénésie sorcière qui faisait goûter au nirvana m'assaillit à contretemps, à une heure indue. Des fois, je lui résistais en faisant appel à l'autorité de la raison, et des fois, résigné, je succombais à cette pulsion comme un enfant. C'était à une heure avancée de la nuit, quand j'étais contraint par ce désir irrésistible à agir vite. Je commençais la préparation de la pâte en mélangeant l'eau du robinet petit à petit à une quantité suffisante de terre glaise, rouge, et en pétrissant à l'aide de mes deux mains, en même temps. Je retirais les impuretés uniquement en palpant la pâte obtenue, en brûlant toutes les étapes que j'avais respectées lors de la préparation précédente. Au bout d'un certain temps, la pâte rouge bien malaxée n'était plus ni trop dure ni trop molle. Je me lançais spontanément dans la réalisation de mon idée à 3 dimensions. Au plus profond de mon rêve lucide, je sentis renaître la fraîcheur de mes impulsions créatrices. Je façonnais, je modelais sans rigueur, je caressais, je courbais sans méthode. Avec passion, j'apposais un style propre à mon lion d'Atlas. J'apposais un fort caractère à sa musculature imposante et développée, à son corps trapu et ses épaisses pattes musclées, à sa force altière et sa face large et fière. J'explorais minutieusement l'ébauche pour libérer les détails et dégager son regard éternel, épaissi de chagrin. J'interrogeais sa vie inaccessible et ses souvenirs lointains. C'étaient mes premières vraies empreintes de mon être et de mes fantasmes, laissés sur la terre rouge d'une nuit blanche. Lorsque le crépuscule du matin se dévoila, je couvris ma sculpture d'un chiffon humide. Lors de l'ultime séance, j'avais la sensation de ne plus contrôler qu'à moitié la finesse et la délicatesse de ma ronde bosse. J'étais plutôt spectateur de l'accomplissement interminable de mon occupation. Il manquait toujours une petite touche, quelque part, un petit détail à ajouter, à retrancher, à rectifier ou à refaire.
il m'était difficile de décider. Quand fallait-il m'arrêter pour enfin consentir à abandonner ma statue, sans jamais la terminer? La même journée, j'avais tenté d'évider les parties massives de la pièce et combien ça fait drôle et stressant d'intervenir comme un chirurgien, agir méticuleusement pour découper un rectangle en bas du ventre de l'animal, à l'aide d'un scalpel pour retirer avec parcimonie une quantité d'argile en guise d'entrailles, puis vider la tête de son cerveau et les pattes de leur chair. Un travail délicat et risqué. À un certain moment, j'en avais des sueurs froides dans le dos. Heureusement, tout s'était bien terminé. Après un séchage progressif de quelques jours, mon chef-d'œuvre ne s'était pas fissuré. Cependant, il s'était légèrement rétréci et avait un peu perdu de son élégance et de sa majesté. En attendant le séchage complet de ma ronde bosse, j'avais préparé une quantité importante de pâte d'argile rouge, en ajoutant cette fois quelques tessons de poterie, chamotte, concassée, en particules fines et bien mélangées à l'argile. Enhardi et encouragé par la réussite de mon lion d'Atlas, je m'engageai à mettre en œuvre mes habiletés et mes facultés cognitives mentales, afin d'intensifier et développer ma modeste expérience de sculpteur. Ainsi, sous la pression de mes mains, l'action de mes outils et le contrôle de mes yeux, je modelais librement ma patte rouge pour extérioriser ce qui échappait à la conscience collective, selon mon point de vue de l'époque. Je croyais agir dans la passion et avec spontanéité, saisir les vibrations, les mouvements et les émotions en vue d'atteindre des archétypes cachés de la nature humaine. À travers le contact direct, ludique et agréable de la peau avec cette matière née de la terre, cette intense activité avait abouti à la réalisation d'une dizaine de travaux, dont les plus significatifs, à mon avis, étaient les sculptures à qui j'avais donné les noms suivants. Fœtus humain adulte, au relief. Atlas, taureau, ronde bosse. Adam et Ève, avec un rêve sans aiguille à la place du pommier, au relief. Le liseur qui se cherche dans un livre, ronde bosse. Fait décapité, assis sur un tronc d'arbre, tenant sa tête entre ses mains, sur ses genoux. Cette fois, après séchage, les pièces avaient gardé leur volume et n'avaient rien perdu de leur esthétique. J'étais content comme un enfant gâté. Le four à bois rudimentaire était prêt à l'emploi. Je l'avais bricolé à partir d'un bidon de 200 litres que j'avais habillé en partie de l'intérieur avec des briques réfractaires. Pour l'alimentation en combustible et l'aération, j'avais découpé 3 ouvertures à sa base. Les 3 pièces obtenues m'avaient servi de rose pour la sole constituée de carreaux de terre cuite, sorte de zélige. Le four était placé sur des briques ordinaires pour l'isoler du plafond de la maison. Le combustible le moins polluant, le plus économique, le moins encombrant, le plus facile à trouver et à transporter était le grignon d'olive, largement utilisé dans le chauffage des fours et des bains morts. Je plaçai soigneusement 3 sculptures dans la sole. Je fermai le four à l'aide de son couvercle avec un trou à son milieu en tant que cheminée. Je commençai la cuisson à feu doux en utilisant des journaux et en ajoutant de temps à autre une poignée de grignons d'olive.
Je n'avais pas d'autre moyen pour contrôler la température. Pendant presque 1 heure, tout semblait bien se passer, et puis j'entendis un premier éclatement. J'étais terrifié. Je ne voulais pas y croire. Je me disais, ça pourrait être aussi bien les carreaux du zélige que les briques réfractaires, et a priori l'une des statues. Mais pas toutes. Puis une autre explosion, cette fois touffue, suivie de temps à autre d'autres craquements, moins violents, ce qui avait mis fin à mes suppositions spéculatives et à mes espoirs. J'avais l'air désappointé, le cœur brisé et malheureux. J'arrêtai immédiatement la combustion et je sortis prendre de l'air pour me détendre et remonter le moral. Je revins à la maison quelques heures plus tard. Le four s'était refroidi. Je dégageai le couvercle pour découvrir que le haut-relief d'Adam et Ève s'était fissuré en plusieurs morceaux, que la fée décapitée avait purement et simplement disparu. Seul le tronc d'arbre sur lequel était assise demeurait sain et sauf, tandis que le liseur avait perdu son socle, le capuchon de son djellaba, sa chéchia, il était resté tête nue et s'était légèrement rétréci. Le tronc d'arbre et le liseur sont les seules traces de terre cuite qui avaient survécu après plus de 2 décennies. M'éloignons de cette deuxième expérience avec l'argile, avec la fragile argile rouge et rebelle. Elles sont toujours là, témoignant de l'échec de cette belle et triste expérience. Une preuve que l'échec est aussi une expérience, néanmoins une désillusion difficile à assumer.